of Putin's kleptocracy. Yeah. Los Angeles and what am I doing here? For two reasons. One, to... On l'a vu se perdre en plein discours, hésiter, s'arrêter net. Pendant des mois, les rumeurs ont circulé. Biden est trop âgé. Il est plus en état de gouverner. On l'a entendu, c'est vrai. Mais rien n'a vraiment filtré. Sauf qu'aujourd'hui, deux journalistes brisent l'omerta dans un livre explosif. On y découvre comment une poignée de personnes ont réussi l'impensable. Maintenir au pouvoir un président diminué, sans que rien ni personne ne s'y oppose. Ils ont tenu le président Biden à l'écart autant que possible des membres du personnel de la Maison-Blanche, des secrétaires du cabinet, des élus démocrates et des grands donateurs, parce qu'ils avaient peur de la manière dont ils se présenteraient à eux. Et vous allez voir que cette affaire n'est pas une simple dissimulation. Il s'agit très certainement du plus grand mensonge politico-médiatique de l'Amérique moderne. Bienvenue sur Ça coule de source. Quand on revoit les images du débat présidentiel entre Trump et Biden, le doute n'est pas permis. On y voit un Joe Biden dépassé, qui cherche ses mots et s'embrouille. Visiblement, quelque chose d'inhabituel est en train de se passer, sous nos yeux. Mais pourtant, dans les médias, RAS, tout va bien. Ah si, à l'époque, on évoquait un Joe Biden confus. Il était question de lapsus, pendant que d'autres parlaient d'hésitation. Mais rien de significatif en tout cas. BBC News, par exemple, à l'époque, décrit un Biden indécis et confus qui n'a pas été en mesure de répondre aux mensonges de Trump. Mais étrangement, personne ne s'est posé la question. Pourquoi une telle débâcle ce soir-là? Eh bien, selon le narratif officiel, il n'avait pas lieu de s'inquiéter, car la raison était toute simple. Franchement, on peut le comprendre. À 81 ans, enchaîner les déplacements, c'est pas facile. Mais le journaliste d'ABC soulève un point intriguant. You say you were exhausted, but you came home from Europe about 11 or 12 days before the debate, spent 6 days in Camp David. Why wasn't that enough rest time? Because I was sick. I was feeling terrible. Matter of fact, the docs with me, I asked them if they did a COVID test because they're trying to figure out what's wrong. They did a test to see whether or not I had some infection, a virus. I didn't. They just had a really bad cold. Ah, revirement de situation. Ce n'est plus les déplacements qui ont causé cette situation. C'est un très gros rhume qui serait le fautif. Bon, faut être honnête, l'argumentation commence à devenir un petit peu bancale. Bon allez, en admettant que cette situation ait été un cas isolé, ça aurait peut-être pu passer. Mais les couacs ont continué à s'enchaîner au fur et à mesure des sorties publiques, comme le 28 septembre 2022, lors de la conférence de la Maison-Blanche sur la fin où Joe Biden demande « Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. » Sauf que cette Jackie en question, à laquelle il fait référence, est Jackie Walorski, une parlementaire qui est décédée le mois précédent dans un accident de voiture. Plutôt embêtant quand même. Et la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, tente un jeu d'équilibriste pour justifier ce lapsus. The president was naming the congressional champions on this issue and was acknowledging her incredible work. So, of course, she was on his mind. She was of top of mind. Il pensait fort à elle. Bon, ça se passe de commentaires. On reste en tout cas, nous, toujours dans le flou. Et personne ne nous donne de vraies réponses. Mais heureusement, ce livre, Le péché originel, publié au mois de mai, lève le voile sur ces dissimulations, pour ne pas dire ces mensonges. D'après cette enquête, l'état de santé de Joe Biden allait bien au-delà de simples problèmes de santé évoqués. On découvre en effet dans l'ouvrage qu'en coulisses, un petit groupe a essayé de dissimuler une situation plus sérieuse. Comme vous allez le voir, ils ont tout orchestré dans les moindres détails. D'ailleurs, les auteurs du livre, Jack Tapper et Alex Thompson, vont jusqu'à les comparer à une sorte de politburo soviétique. Alors le mot est fort, mais vous allez voir qu'il est très juste. Pour rappel, le politburo en ex-URSS, c'était ce cercle restreint qui contrôlait tout. Il était plus influent que le Parlement, plus puissant que les ministères. Son rôle était simple,
verrouiller le système et défendre le chef coûte que coûte, quitte à mentir, manipuler et étouffer la vérité. Eh bien, autour de Joe Biden, on retrouve exactement la même mécanique. D'une part, il y avait la famille, très protectrice, qui a sûrement fait ça pour le préserver. Et d'autre part, on retrouve 5 hommes clés qui formaient un véritable dôme autour du président. Jake Sullivan, Anthony Blinken, Mac Donilon, Steve Ricketty et Bruce Reed. Vous avez là le visage du Politburo américain. Eux, ils savaient. Et ils ont tout fait pour que personne ne voie l'impensable, à savoir un président qui perd des pieds. C'est pour cette raison que, pour le reste du monde, c'était devenu extrêmement difficile de l'approcher. Même pour les membres du gouvernement qui fréquentaient le président au quotidien. Sauf que dans ce cas, c'est plus difficile à réaliser quand on côtoie le président plusieurs fois par semaine. C'est pour cette raison que tout a été réaménagé, à commencer par son emploi du temps. Les journées ont été réduites à un créneau plutôt court, 10h, 16h. En dehors de cette plage horaire, impossible de voir le président. Les discours ont aussi été raccourcis. Pire, chaque interaction avec le président était scénarisée, même pour les réunions. Par exemple, les membres du cabinet devaient transmettre leurs questions à l'avance et recevaient des fiches réponses que Joe Biden lisait comme un script pendant les réunions. Imaginez un petit peu la scène. Vous posez une question à votre patron par email, par exemple. Il prépare sa réponse et vous la lit en face à face comme s'il tournait un téléfilm. C'est pas très naturel. Et surtout, c'est pas très rassurant dans notre cas. Un ancien membre du cabinet confie « Les réunions du cabinet étaient horribles et malaisantes dès le début ». Un autre ajoute « Je détestais ces scripts. Il n'y avait aucun vrai dialogue ». Et un troisième balance à CNN « Toute cette démonstration était une sorte de mise en scène ». Mais ça ne s'arrête pas là. Même le personnel de la Maison-Blanche, comme les femmes de ménage, était remplacé régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il fallait éviter à tout prix la moindre fuite, et même dans ce cas précis. Vous voyez le degré d'organisation? Mais malgré toutes ces précautions, certaines scènes ont fini par fuiter, évidemment. Comme ce moment assez surréaliste lors d'une soirée de levée de fonds où George Clooney, un ami proche de Joe Biden depuis plus de 20 ans, s'approche pour le saluer. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que cette fois, le président ne réagit pas. Pas un mot, pas un signe de reconnaissance, rien. Joe Biden ne sait pas qui il a en face de lui. Comme si Clooney était un simple inconnu. C'est pourquoi quelques jours plus tard, l'acteur a publié une tribune pour appeler Biden à se retirer de la course à la présidentielle. Mais cette omerta, aussi organisée soit-elle, a fini par créer un malaise généralisé au sein même du Parti démocrate. Personne n'a osé parler. Par peur, par loyauté, ou par calcul politique peut-être, sauf peut-être cet homme. C'est Dean Phillips, le député démocrate du Minnesota. Après plusieurs interactions proches avec le président, lui aussi s'est rendu compte de l'évidence. Joe Biden n'est plus apte à représenter la première puissance du monde. C'est pour ça qu'il s'est lancé dans la course à la présidentielle. Are you running for president? I am. I have to. I think President Biden has done a spectacular job for our country, but it's not about the past. This is an election about the future. I will not sit still, I will not be quiet in the face of numbers that are so clearly saying that we're going to be facing an emergency next November. Résultat, il a été mis à l'écart. Il affirme avoir été censuré par son propre parti et par les médias aussi. Tiens, justement, parlons des médias. Eux aussi ont eu leur part de responsabilité dans cette dissimulation. Alors, on n'est pas dans une omerta organisée en mode politburo. Non, c'est pas ça. On est plus sur une omerta, disons, de complaisance. Du genre, on sait, on a des doutes, mais on préfère se taire. Et les auteurs du livre savent de quoi ils parlent, car ils sont eux-mêmes journalistes. Et selon l'enquête, cette retenue avait une logique. Ne pas affaiblir Biden au risque de favoriser Donald Trump. Donc, on met le paquet sur la forme et on laisse de côté le fond du problème. C'est ce que confirme cette enquête menée par 3 chercheurs qui ont passé au crible la couverture du New York Times sur Joe Biden et sur Donald Trump. Et ce qu'ils ont découvert, c'est une différence frappante dans le traitement. La question qu'ils posent est simple. Quel est le traitement réel de l'information au sein du journal? Quelles sont les priorités? Pour y répondre, ils ont appliqué une méthode précise. Toutes les 4 heures, pendant une semaine complète, ils ont relevé les 20 articles les plus en vue
sur la page d'accueil du site. Résultat, on se retrouve avec 26 articles consacrés à l'âge de Biden, contre seulement 10 sur une annonce pourtant explosive de Donald Trump qui voulait tout simplement retirer les États-Unis de l'OTAN. Mais ce n'est pas juste une question de volume qui nous intéresse dans ces articles. C'est ce que démontre l'étude, c'est-à-dire un déséquilibre qualitatif. Les articles sur Biden sont majoritairement creux. 9 tribunes d'opinion, des analyses spéculatives et très peu de faits nouveaux sur sa santé réelle ou même ses capacités. Autrement dit, on parle beaucoup de Biden sans rien dire de neuf. On s'attache là encore plus à la forme qu'au fond. Mais attendez, pourquoi les médias se sont-ils focalisés plus sur la question de l'âge que de sa capacité réelle à gouverner? Eh bien, peut-être que le Politburo avait tout verrouillé. Franchement, on peut en douter. Si on avait enquêté un tout petit peu, on se serait rendu compte de la situation. Comme avec l'affaire Ur. Ça, franchement, personne ne pouvait l'ignorer. Pour vous resituer rapidement la situation, l'affaire Ur était une enquête officielle menée par le procureur spécial Robert Hur. Sa mission était simple. Faire la lumière sur des documents classifiés retrouvés dans une ancienne résidence de Joe Biden. On est à ce moment-là aux alentours de 2022. Pendant 2 ans, l'enquête est menée et rien ne se passe. Sauf que 2 ans plus tard, le rapport est rendu public. Observez bien, là, on ne va pas s'attacher au fond de l'affaire, mais plutôt à la forme. Car M. Hur a décidé de classer l'affaire sans suite. Mais, ce qu'il écrit dans ses conclusions nous intéresse particulièrement dans notre sujet du jour. Alors il ne parle pas de négligence, il ne parle même pas des documents classifiés, non. Il parle de l'homme, de son état. Hur décrit un président bien intentionné, mais confus. Il insiste sur une mémoire défaillante, sur des absences troublantes, comme des trous noirs sur la mort de son propre fils, sur la fin de sa vice-présidence, et même sur la date de l'élection de Donald Trump. Un portrait sévère et embarrassant. Et tout ceci est documenté par des enregistrements audio. Bon là, pas de chance. La Maison-Blanche a bloqué leur diffusion. Donc c'est la fin de l'histoire ? Non, pensez-vous, car il y avait aussi les transcriptions de ces fameuses audios, qui, elles, ont bien été rendues publiques en avril 2024 par le ministère de la Justice. Et qu'ont fait les médias? Rien malheureusement. Au lieu d'investiguer, ils s'en sont pris à Hur lui-même. De nombreux médias et commentateurs ont défendu Joe Biden, qualifiant les remarques de Hur de gratuites, éditorialisées ou inappropriées. Un panel d'animateurs de MSNBC a défendu Biden en attaquant Hur. Vous voulez aborder la question de l'âge? Appelons les choses par leur nom. Il s'agit d'agisme. Jack Tapper, un des 2 auteurs du livre, a agi exactement de la même manière. Quand la belle-fille de Trump, Lara Trump, ose déclarer que Biden n'est pas en capacité. Voici la réaction du journaliste. I think that you were mocking his stutter. Yeah, I think you were mocking his stutter, and I think you have absolutely no standing to diagnose somebody's cognitive decline. Après son enquête, il s'est rendu compte de son erreur et fait ses excuses. Knowing what I know now, obviously, I feel tremendous humility about my coverage, that Lara Trump interview, for example, etc. She saw something that I did not see at the time, 100%. Dans une interview à la BBC, Tapper a reconnu que bien qu'il ait été conscient de certains problèmes, il n'a pas suffisamment alerté le public sur la gravité de la situation. Il y a très peu de gens dans les médias traditionnels ici aux États-Unis qui savaient à quel point c'était grave. Je regarde en arrière sur ma couverture pendant les années Biden. Même si j'ai abordé certains de ces sujets, je réalise maintenant que ce n'était pas suffisant. D'autres journalistes comme Chris Cillizza et Jill Abramson ont aussi fait leur mea culpa. Mais n'est-ce pas un petit peu tard? Ce qui est sûr, c'est que le discours des médias a changé depuis la publication du livre. Une simple recherche Google suffit à voir la différence. Finalement, cette affaire en dit long sur l'état réel des institutions américaines et sur leur rapport à la vérité. Cela soulève une question. Jusqu'où peut-on tordre les principes démocratiques au nom de la stratégie politique? Quand la loyauté à un homme prend le pas sur la loyauté à une nation, que reste-t-il de l'intégrité des institutions? Ce n'est plus seulement une question morale, c'est la menace qui pèse sur l'équilibre même du pouvoir. Le Washington Post, qui penche plutôt du côté des démocrates, s'alarme justement de cette situation.
Dans un éditorial sévère, le comité de rédaction écrit noir sur blanc: il semble maintenant que pendant une période considérable, Biden a manqué de l'endurance et des capacités cognitives que le poste exige, et que sa famille et ses plus proches collaborateurs l'ont caché au public. Un mécanisme juridique devrait être envisagé pour garantir que cela ne se reproduise plus. C'est sûr que la bonne santé d'un président, c'est une condition essentielle évidemment. Rappelons quand même qu'il engage chaque jour des décisions militaires, économiques et diplomatiques. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Quand le président n'est plus apte, on prend des décisions à sa place, c'est ça? Eh bien, c'est très certainement ce qui s'est passé avec Biden et son entourage. Trump, justement, avait soulevé déjà ce point à l'époque. Il avait affirmé que certaines lois avaient été signées par autopen. Alors, qu'est-ce que c'est cette autopen? C'est une machine capable de reproduire automatiquement la signature du président. Concrètement, il n'a pas besoin d'être là physiquement, ni de signer lui-même les lois. Et c'est là que ça devient troublant. Si le président est affaibli, cet outil permet à son entourage, comme le Politburo par exemple, de continuer à faire passer des textes, sans que le président intervienne directement. Alors, la vraie question qui s'impose est: qui a validé ces lois? Biden ou son entourage? Et qu'en est-il des décisions les plus sensibles de sa fin de mandat, comme les grâces présidentielles de Hunter Biden et Anthony Fauci? C'était Biden ou le Politburo? Franchement, on est en droit de se poser la question. Merci à tous, merci d'avoir suivi Ça coule de source. En attendant le prochain décryptage, prenez soin les uns des autres et restez libres.